Bonjour, donc bienvenue à cette conférence virtuelle sur la thématique de la flore au Parc national des Pyrénées. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Olivier Juppy et donc je suis chargé de mission au Parc national des Pyrénées, particulièrement en charge de la thématique floristique. Donc nous voilà réunis pour une bonne demi-heure dans le cadre de laquelle je vais donc vous présenter ce que fait le Parc national des Pyrénées sur le thème de la flore. Donc pour cela, je vais aborder quatre grands chapitres de cette présentation. Tout d'abord, quelques éléments de contexte pour que vous puissiez avoir les uns les autres une idée du territoire qui est concerné par les éléments que je vais évoquer. Ensuite, revenir un peu sur l'essentiel. Pourquoi connaître la flore? Comment est-ce qu'on connaît cette flore? Dans un troisième temps, nous aborderons les enjeux et la nécessité de faire des choix. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'espèces sur le territoire tel qu'un parc national et qu'on ne peut pas travailler sur toutes ces espèces, donc il faut faire un tri parmi certaines de ces espèces et donc faire des choix. Et puis nous terminerons avec un chapitre consacré à l'approfondissement des connaissances, la sensibilisation et la conservation. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit, quelques éléments de contexte. Le parc national des Pyrénées, comme vous pouvez le voir sur la carte en haut à droite de votre écran, est à cheval sur deux régions et deux départements. Donc en l'occurrence le département des Hautes-Pyrénées et le département des Pyrénées-Atlantiques, et couvre 63 communes. Il s'étend sur une superficie d'à peu près 252 000 hectares, dont 46 000 hectares de zone cœur, puisque vous savez qu'un parc national est divisé en deux parties, dont une zone cœur, qui est une zone réglementée, celle-ci apparaissant à la frontière espagnole, là sur la carte que vous pouvez voir en haut à droite de votre écran. Bien sûr, le parc se trouve sur un territoire de montagne, et donc il y a un étagement altitudinal très important, puisque les altitudes les plus basses sont aux alentours de 300 mètres, et puis culminent à près de 3300 mètres avec le sommet du parc des Pyrénées, qui est le Vignemale, que vous avez en photo à gauche de votre écran. Donc on peut s'y attendre des conditions écologiques très contrastées du fait de cet étagement altitudinal, avec bien sûr des conditions géologiques également très contrastées, des situations calcaires, des situations schisteuses, qui donnent donc l'expression d'une flore et d'écosystèmes très très variés. Qui plus est, le territoire du parc est également un territoire sur lequel se trouvent de nombreuses activités agro-sylvo-pastorales, parfois très anciennes, qui viennent modifier ou accentuer certaines des conditions écologiques que j'évoquais tout à l'heure. Pour finir, il faut savoir que le parc national, en ce qui concerne la flore, mais c'est vrai en général, ne travaille pas tout seul. Il est accompagné par de nombreux partenaires, que ce soit du monde scientifique ou institutionnel. Pour mon propos, je voudrais notamment nommer deux partenaires importants, que sont d'une part le Conservatoire botanique national de Pyrénées et de Midi-Pyrénées, et l'Association des Amis du Parc, qui, comme vous le verrez tout à l'heure, nous accompagne dans certains des programmes de connaissances ou de gestion que nous menons. Une carte également pour faire un zoom sur le territoire du parc, pour que vous appreniez un peu mieux à voir dans quel contexte on se situe. Donc vous voyez en bas de la carte une zone particulièrement verte, qui est donc la zone cœur du parc national des Pyrénées, 46 000 hectares, qui fait l'objet d'une réglementation particulière, comme je vous l'ai dit. Le reste du territoire étant l'aire d'adhésion, ce que nous appelons l'aire d'adhésion, avec des communes qui vous apparaissent à l'écran vertes ou roses, en fonction du fait qu'elles ont adhéré ou pas à la charte du parc national des Pyrénées, qui est en vigueur désormais. Donc le parc travaille, je dirais, de façon très étroite avec les communes qui apparaissent en vert sur cette carte. Voilà pour ces quelques éléments de contexte. Alors venons-en au vif du sujet, connaître la flore, pourquoi et comment. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la flore, c'est quand même un terme qui est un petit peu ambigu, dans la mesure où il est même incorrect d'un point de vue scientifique, dans la mesure où vous imaginez bien que lorsqu'on parle de la flore, le parc national des Pyrénées
n'a pas pour vocation de connaître la flore intestinale des habitants qui habitent le parc des Pyrénées. Donc, pourtant, on emploie ce terme, flore intestinale. On emploie également le terme de la flore pour désigner des ouvrages d'identification des espèces végétales. Donc, le terme flore est un petit peu ambigu, et ce que je vous propose, c'est qu'on le remplace par le terme d'espèce végétale, qui lui est tout à fait approprié, donc espèce végétale ou plante. Alors, qu'entend-on par espèce végétale ou plante? Eh bien, tout ça nous amène à définir un certain nombre de termes, notamment celui de la biodiversité. Donc les plantes font partie de la biodiversité, terme qui est apparu assez récemment, notamment dans l'espace public, il date à peu près des années 70. Et c'est un terme qui désigne tout simplement l'ensemble des êtres vivants, donc de la faune, de la flore, de la faune, mais également d'autres règnes que nous n'aborderons pas ici, des êtres humains, bien entendu, qui font partie de cette biodiversité, des activités et des écosystèmes. Bon, c'est tout cet ensemble du vivant qui constitue la biodiversité, dont les plantes ou les espèces végétales font partie. Ensuite, autre terme qu'il nous faut un peu préciser, c'est le terme de plante. Qu'est-ce qu'on entend par plante plutôt que flore? Donc, ce sont les espèces végétales donc, qui pratiquent la photosynthèse. Alors, la photosynthèse, c'est une caractéristique particulière des plantes vertes. Elles sont donc constituées de certains organismes, ces plantes vertes, dont des chloroplastes, qui leur permettent donc de réaliser la photosynthèse. Et ces plantes sont dites autotrophes, c'est-à-dire qu'il leur suffit d'un peu d'eau, des sels minéraux et de lumière pour produire de la matière organique. Donc elles sont autotrophes. Contrairement aux autres organismes, par exemple nous, qui sommes hétérotrophes, nous ne sommes pas capables de nous nourrir uniquement de sels minéraux, d'eau et de soleil. Il nous faut une source carbonée que nous allons donc trouver au travers de notre alimentation. Donc les plantes ont cette particularité-là, elles en ont une autre, c'est qu'elles ne bougent pas. Et donc elles sont totalement dépendantes du milieu dans lequel elles se trouvent, elles ne peuvent s'en extraire. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'on ne trouve pas les plantes par hasard là où on les trouve. Si on les trouve à un endroit donné, c'est qu'elles y sentent bien et qu'elles sont tout à fait adaptées à ce type de milieu. Donc, plantes, biodiversité, photosynthèse. Un autre terme qu'il va nous falloir aussi un peu préciser, c'est le terme de botanique. Lorsqu'on s'intéresse aux plantes et aux végétations en général, on fait en quelque sorte de la botanique, puisque la botanique est la science qui permet d'étudier les végétaux. Alors là aussi, le terme botanique est un terme large qui revêt plusieurs exceptions, on ne va pas les détailler là, mais sachez que dans la botanique, il y a un domaine particulier qui s'appelle la taxonomie, qui permet d'identifier les plantes. Et donc c'est ce que nous allons détailler aujourd'hui, enfin c'est ce que je vais détailler aujourd'hui, puisque le principal du travail du Parc national sur les plantes, c'est de les identifier, de les recenser et de faire un travail particulier sur certaines de ces espèces. Ensuite, lorsque l'on a dit ça, les plantes, vous savez qu'il y en a différents types, des plantes à fleurs, des plantes sans fleurs, etc., etc. Donc, lorsque le parc parle de plantes, il traite essentiellement des mousses au sens large, c'est-à-dire des bryophytes et des hépatiques, des fougères et des prêles, et des plantes dites à graines. Alors, les plantes à graines, c'est ce que l'on appelle communément les plantes à fleurs. Je vous mets quelques exemples de l'ensemble de ces espèces-là en dessous, sur les photos du bas de votre écran. Donc vous avez au milieu une mousse qui fait bien entendu partie des plantes, du règne des plantes, mais également donc, de gauche à droite des plantes à fleurs classiques, c'est-à-dire colorées avec des pétales. Les arbres font également partie des plantes. Un petit peu, l'avant-dernière photo représente une graminée, en l'occurrence une linaigrette. Donc c'est une plante qui ne fait pas de fleurs au sens classique du terme, avec des pétales colorés, etc. Donc c'est une graminée, la famille des graminoïdes. Et là, vous voyez la plante une fois qu'elle a fait que la fleur est passée et qu'elle s'est reproduite, donc une espèce de plumeau, comme d'aspect un peu cotonneux, qui illustre le fait que tout ça est très varié, très diversifié. Et puis tout à droite de votre écran, donc une fougère qui, bien sûr, est également considérée comme une plante. Alors,
le propos ne sera pas de rentrer dans les caractéristiques de chacune de ces grandes familles de plantes, mais de plutôt voir comment est-ce qu'on peut aborder un travail de connaissance sur ces espèces-là. Alors, pourquoi étudier les plantes? Je pense que la question mérite d'être posée, parce que ça pourrait paraître un peu abstrait pour certains de dire bon, pourquoi étudier cette diversité? Elles sont là, elles n'ont qu'à continuer à être là. Eh bien, tout simplement parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même un certain nombre de menaces qui pesaient aujourd'hui sur la biodiversité et que certaines activités humaines étaient peu compatibles avec la conservation de certaines espèces ou écosystèmes et écosystèmes. Donc, reprenons depuis la base. Pourquoi étudier les plantes? Eh bien, tout d'abord, elles fournissent un certain nombre de biens. De biens pour l'alimentation, pour l'agriculture, les énergies et les matières premières. Si vous avez la chance d'avoir un four ou une cheminée, vous savez très bien que c'est pas la même chose de mettre dans votre cheminée du bois de frêne, du bois de hêtre, du bois de chêne. Elles nous fournissent également un grand nombre de médicaments. Les chiffres sont variables selon les sources, mais sachez que la plupart des médicaments que nous utilisons, même aujourd'hui, sont issus à la base des plantes. Donc elles fournissent également ce bien-là, et puis elles fournissent des biens qu'on pourrait qualifier de culturels et d'esthétiques. Et on l'a connu là assez récemment avec cette période un peu particulière où nous avons été tous et toutes confinés, et nous avons tous eu le besoin à un moment donné de prendre un peu d'air et d'aller nous promener dès que c'était possible dans un milieu qui était plus ou moins naturel, pour nous apporter le bien-être dont nous avions besoin et qui nous manquait cruellement dans nos maisons confinées. Alors, elles nous fournissent également des services, ces plantes, pas que des biens. Alors, je l'ai mis un petit peu en guise de questionnement, mais au fait, que respirons-nous? On respire, c'est l'objet du camembert que vous avez à droite de votre écran. On respire de l'air, bien sûr, et cet air est composé en une portion qui avoisine 15%, un quart, 25% d'oxygène. Cet oxygène a été rejeté au cours des millénaires par les plantes, puisque la Terre, à l'origine, en était dépourvue. Donc l'air que nous respirons est issu de la photosynthèse que pratiquent les plantes. Les écosystèmes, en général, qui accueillent les plantes dans lesquelles elles se développent, sont également à l'origine d'un certain nombre de services, notamment la purification de l'eau. Aujourd'hui, on a tendance à considérer que l'eau est essentiellement purifiée par les centrales que nous construisons un peu partout, mais à l'origine, cette purification se faisait naturellement par les écosystèmes. Et puis, il y a d'autres services qu'on pourrait évoquer, notamment la modération de certains climats et les aléas météorologiques comme les crues, que la végétation permet de freiner, diminuer lorsqu'elle le peut. Donc on pourrait conclure en disant que c'est un patrimoine donc, qui nous rend de nombreux services, qui assure de nombreux biens, mais qu'il est parfois menacé. Alors il est utile, certes, mais peut-être aussi pas seulement. Et donc en préparant cette conférence, je me suis rappelé d'un livre que j'avais lu il y a quelque temps, de Romain Gary, Les Racines du ciel, qui dit que ne sommes-nous vraiment plus capables de respecter la nature, la liberté du vivant, sans aucun rendement, sans utilité, sans autre objet que de se laisser entrevoir de temps en temps. Alors c'est peut-être ça aussi qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà du fait qu'elles nous rendent des biens et des services, la biodiversité en général et les plantes en particulier ont peut-être juste simplement le droit d'exister, d'être là, et que nous apprenions à les connaître et à les reconnaître sans pour autant vouloir en faire quelque chose d'utile pour nous. Je vous laisse voir si cette réflexion fait sens pour vous, mais c'est une question qui mérite d'être posée. Alors une fois qu'on a défini ces différents termes et qu'on a précisé un petit peu le propos dans lequel on va s'engager, comment peut-on étudier les plantes? Donc je vous l'ai dit, le parc national des Pyrénées a pour vocation à faire un peu l'état des lieux des patrimoines qui est sur son territoire. Donc pour faire cet état des lieux en termes de plantes, il faut faire de la botanique, il faut herboriser. Donc synonyme, c'est faire du terrain, réaliser des inventaires, chercher et identifier les plantes. Donc s'affiche à votre écran un certain nombre de photos. Vous voyez donc des agents du parc national des Pyrénées qui sont à l'œuvre sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils parcourent la montagne en notant dans leur carnet toutes les espèces qu'ils vont rencontrer sur leur passage. Donc ce travail, bien sûr, se passe sur le terrain, comme vous pouvez le voir.
Mais il y a également, et c'est la photo du milieu en bas, un travail qui parfois aussi peut se faire, on va dire, au laboratoire ou au bureau, pour permettre de préciser l'identification de certaines plantes, parce qu'elles sont difficiles à identifier directement sur le terrain. Donc on peut être amené à en prélever une certaine partie, pour ensuite l'observer à la loupe binoculaire et préciser l'identification de ces plantes-là. Alors le botaniste, en l'occurrence, s'aide également d'un certain nombre d'outils. Ça peut être des planches d'herbier, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Et puis surtout, il s'aide de ce que nous avons appelé au début de l'intervention là, les flores. Donc il y en a de différents types. Ces flores qui sont des ouvrages qui permettent d'identifier les plantes. Alors il y en a pour le grand public, peut-être en connaissez-vous certains. Je n'en nommerai pas ici pour ne pas faire de publicité, mais ça existe. Il y a également des ouvrages, donc des flores, destinés à un public plutôt averti ou professionnel, dont deux exemples qui concernent le territoire métropolitain et en particulier le territoire des Pyrénées avec la flore de Marcel Saul. Donc voilà concrètement ce que fait un botaniste sur le terrain et au bureau. Il travaille à l'identification des espèces présentes sur le territoire. Mais un élément important également à prendre en compte, c'est que toutes ces informations ne doivent pas rester dans des carnets. Leur vocation finale, c'est d'intégrer ce qu'on appelle aujourd'hui des bases de données qui concentrent l'essentiel des informations qu'on a collectées sur le terrain et qui vont donc pouvoir permettre à terme l'utilisation de ces données, que ce soit en termes de sensibilisation, de valorisation ou de gestion. C'est ce que nous allons voir un petit peu plus tard. Alors, cette connaissance, je vais l'illustrer par une série de cartes, et vous allez voir que lorsque le Parc national met en place un programme de connaissances, par le biais de nos bases de données, on peut suivre l'évolution de l'acquisition de cette connaissance sur le territoire, et donc là, cette série de cartes illustre ces éléments-là, puisque en 1999, le parc a initié un programme de connaissance de la flore protégée de son territoire. Donc les agents de terrain ont prospecté les différentes vallées du parc national à la recherche d'espèces protégées, végétales, et ont noté consciencieusement chacune des localités de plantes protégées. Donc vous voyez là, la première année, l'état de la connaissance en 99, et puis on progresse année après année, et vous voyez que les différents petits carrés deviennent plus ou moins foncés à mesure que nous accumulons de la donnée sur ces espèces. Donc, voilà, on arrive petit à petit. Pardon, je suis allé un peu vite. On arrive petit à petit. Alors, la carte s'arrête en 2008. Il faudrait bien sûr que j'actualise ces éléments-là de manière à ce qu'on ait une vision encore plus actuelle de l'état des connaissances. Mais vous voyez que les informations que nous collectons et nous capitalisons, on les intègre dans une base de données et on peut suivre l'évolution de cette connaissance. Donc, il y a des territoires qui apparaissent et qui apparaissent particulièrement foncés sur la carte. Ce sont donc des portions de territoire qui sont plus riches en espèces protégées que ne le sont d'autres territoires. Et donc, ces éléments-là vont nous permettre par la suite d'utiliser l'information de manière à pouvoir gérer, conserver, protéger un certain nombre d'espèces qu'il nécessite. Donc, nous allons aborder dans cette troisième partie la nécessité d'identifier les espèces sur lesquelles on va pouvoir concentrer notre travail, parce que, comme vous allez le voir, il y a énormément d'espèces végétales à l'échelle du territoire et qu'on ne peut pas s'occuper de toutes ces espèces-là. Donc il faut hiérarchiser, faire des tris et faire des choix pour agir concrètement. Parce qu'il faut que vous sachiez que le parc national n'est pas un territoire sur lequel on fait de la connaissance pour la connaissance ou une connaissance fondamentale qui serait désintéressée. Il a pour objectif de faire des propositions, donc d'agir concrètement sur le territoire, de conserver la biodiversité. Mais comme je vous l'ai dit, compte tenu du nombre important des espèces qui sont présentes, on est obligé de faire des choix dans ce qui est possible de faire ou pas. Alors que faire de toutes ces informations dans l'inventaire ? Eh bien tout d'abord, des analyses quantitatives. Alors je vais utiliser quelques exemples pour illustrer cela. On peut tout simplement quantifier le nombre d'espèces que l'on observe à l'échelle du territoire. Donc c'est ce que nous avons fait depuis 1967 que le parc existe et que des inventaires ont été réalisés. On est aujourd'hui capable d'identifier le nombre d'espèces qui sont présentes sur le territoire et ce chiffre avoisine 2000 espèces.
Alors bien sûr, on peut voir ça à différentes échelles. On peut faire ce décompte à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'une maille, dont la taille peut varier, à l'échelle d'un département, mais s'agissant du territoire du parc national, c'est aux alentours de 2000 espèces. Ce qu'il faut savoir, c'est que la flore française, en tout cas métropolitaine, compte environ 6000 espèces. Donc ce qui veut dire qu'on a, en gros, un tiers de la flore présente à l'échelle du territoire national sur le territoire du parc national des Pyrénées, qui représente, lui, sur son territoire, 0,5% du territoire national. Donc on voit qu'on concentre quand même un grand nombre d'espèces, un tiers, sur une toute petite proportion du territoire. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne pourra pas s'occuper des 2000 espèces de la même manière, compte tenu des moyens dont on dispose. D'ailleurs, ce ne serait peut-être pas tout à fait pertinent. Alors, donc ça, c'est une première analyse que l'on peut faire, qui découle directement des inventaires que l'on a pu réaliser. Ensuite, on peut faire un deuxième type d'analyse, c'est la fréquence. Alors, la fréquence des espèces, c'est le nombre de fois où on observe une espèce donnée sur 100 observations réalisées. Donc, il y a des espèces qui vont apparaître très très souvent. Dès qu'on va se rendre sur le terrain et qu'on va noter les espèces qu'on voit sur 100 mètres carrés, par exemple, eh bien, il y en a qui vont apparaître quasiment à chaque fois, on va dire 90%. Donc elles sont relativement fréquentes. Par contre, il y a d'autres espèces qui sont très rares à l'échelle du territoire, et donc vous allez devoir multiplier les inventaires pour pouvoir les observer. Donc là, on aborde un deuxième aspect qui est la notion de rareté. Cette notion de rareté, elle est importante parce qu'elle va nous aider à préciser les enjeux sur lesquels on va devoir travailler par la suite. Deuxième type d'analyse que l'on peut faire, ce sont des analyses de type qualitative. Alors les analyses qualitatives, elles découlent des premières, mais c'est une autre façon de voir les informations. On va pouvoir avoir accès, grâce à ce genre de choses, à de la répartition et l'écologie des espèces. Donc l'accumulation des connaissances permet de faire progresser la connaissance sur la façon dont l'espèce se répartit sur le territoire. Donc je vous donne ici par exemple l'exemple de la Dioscorée des Pyrénées ou la Bordère des Pyrénées. Vous voyez que la carte en bas à gauche indique que l'espèce est présente au travers du petit rond rouge que vous voyez à la carte uniquement au niveau pyrénéen. C'est-à-dire que cette carte est issue d'une base de données nationale et que nulle part ailleurs sur le territoire métropolitain, en tout cas, on observe cette espèce-là. Donc elle n'est présente que sur le territoire pyrénéen. La carte juste à côté illustre un zoom où on peut voir que cette fameuse Bordère des Pyrénées, ou Dioscorée, n'est présente que dans la vallée de l'Uz. Donc on a là aussi un indice important qui nous aide à préciser la répartition de cette espèce qui finalement nous amène à introduire un nouveau terme qui est le terme d'endémique. Il s'avère que cette Bordère des Pyrénées, ou Dioscorée des Pyrénées, est une espèce endémique des Pyrénées et qu'on a probablement là identifié une espèce qui représente pour nous un enjeu. Parce que si on ne prête pas attention à cette espèce-là, nous, Parc national des Pyrénées, ou autres acteurs qui travaillent à l'échelle du massif sur la flore, personne d'autre que nous ne pourra le faire. Donc, vous voyez que les données collectées petit à petit à l'échelle du territoire nous amènent, au travers de différents éléments, rareté, endémicité, à resserrer les mailles du filet autour d'un petit nombre d'espèces sur lesquelles on aura vocation plus tard à pouvoir travailler en termes de gestion de conservation. Alors, autre analyse qualitative que l'on peut faire, au-delà des aspects d'endémicité dont je viens de parler, ce sont les classements et les statuts. Alors, ça, c'est deux éléments très importants qui vont nous aider aussi à faire le tri parmi les 2000 espèces qui sont sur le territoire du Parc national des Pyrénées. Alors, il y a un organisme que vous connaissez peut-être, qui est l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature, qui publie chaque année un état des lieux de la conservation des espèces dans le monde. Et donc ce travail-là est fait est décliné aussi au niveau de chaque pays. Et les critères qui sont partagés, donc les naturalistes et les scientifiques qui travaillent dans ce domaine-là ont les méthodes qui leur permettent d'appliquer sur leur jeu de données les critères proposés pour l'UICN et classer leurs espèces, le font. Et donc, ce critère permet d'identifier 11 classes particulières d'espèces qui vont de espèces éteintes, c'est la catégorie que vous voyez en noir sur l'écran tout en haut du petit graphique qui apparaît. Donc certaines espèces sont considérées comme éteintes, c'est-à-dire qu'elles ont disparu de la surface du globe. Et puis, donc il y a 11 classes, je vous l'ai dit, la dernière classe, tout en bas, c'est non évaluée.
Alors, cette classe correspond aux espèces qui, faute de données, ne peuvent pas bénéficier d'une analyse particulière. Néanmoins, vous voyez que dans ces 11 catégories, il y en a 3 qui sont surlignées en rouge au milieu du graphique, qui sont des espèces considérées comme menacées. Alors, elles sont menacées à différents titres, je ne rentre pas dans les détails, toujours est-il qu'elles sont donc, elles reçoivent un critère particulier qui est vulnérable, en danger ou en danger critique d'extinction. Donc ça, ce sont des éléments qui sont très importants pour les gestionnaires d'espaces naturels que nous sommes, parce que ça nous permet de nous alerter sur un certain nombre d'espèces sur lesquelles, visiblement, il y a un danger particulier, et que donc nous allons devoir porter une attention particulière sur ces espèces-là. Autre point, ce sont les dispositions législatives qui permettent, là aussi, de mettre en avant un certain nombre d'espèces par le biais des statuts de protection. Donc protection au niveau national, protection au niveau régional, protection au niveau départemental. Alors, les deux points que je viens d'aborder, les critères UICN et les dispositions législatives, sont plus ou moins corrélés, mais elles ne le sont pas totalement. Donc il y a certaines espèces qui sont vulnérables et qui ne sont pas protégées, et certaines espèces qui sont protégées et qui pour autant ne sont pas forcément vulnérables ou en danger. Donc on a besoin de ces deux éléments-là pour pouvoir avoir une vision la plus exhaustive possible des menaces qui pèsent sur certaines des espèces de notre territoire. Donc voilà le genre d'informations dont on a besoin pour pouvoir faire le tri parmi les espèces qui méritent notre attention. Donc on a donc plusieurs ingrédients, et donc l'idée ce sera de faire une recette avec ces ingrédients pour pouvoir, je vais essayer de synthétiser le propos. On a donc un jeu de données, donc c'est le camembert là, qui apparaît sur votre écran, donc ça c'est ce qu'on a observé sur le territoire. Donc pour le parc des Pyrénées, imaginons que ce camembert représente les 2000 espèces. Notre objectif va être d'identifier la petite portion qui apparaît en bleu foncé sur votre écran et qui représente les espèces avec un enjeu maximal de conservation sur lequel nous devrions porter nos efforts. Et donc c'est ça que nous essayons de faire. Donc, pour faire cette mise à jour d'espèces particulières, voilà la recette que nous appliquons sur le territoire du Parc national des Pyrénées. Donc, à la base de la pyramide, nous l'avons vu, il y a les inventaires et la totalité des espèces observées, c'est-à-dire les 2000 espèces. C'est beaucoup trop, il faut restreindre, c'est beaucoup trop, et puis ce serait même peut-être pas pertinent de travailler sur toutes, donc il faut restreindre ces éléments-là. Et donc, par un certain nombre de filtres qu'on va appliquer au fur et à mesure sur ce jeu de données, on va faire émerger une liste restreinte d'espèces en jeu, c'est le haut de la pyramide que vous avez sur la droite de votre écran. Et pour ce faire, on va appliquer au fur et à mesure un certain nombre de critères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est en premier lieu les statuts de protection. Donc c'est un parti pris, mais c'est ce que nous avons fait au Parc national. Nous avons choisi de nous intéresser aux espèces protégées. Puis ensuite, parmi ces espèces protégées, nous avons identifié celles qui étaient typiques du massif pyrénéen. Donc on a parlé tout à l'heure d'endémicité. Donc alors, sans aller jusqu'aux espèces typiquement endémiques du parc des Pyrénées, parce qu'il n'y en a pas, on va plutôt se baser sur leur répartition. Et donc là, on va identifier, alors en termes un peu barbares, les orophytes pyrénéennes. Les orophytes pyrénéennes, c'est tout simplement, orophytes, c'est les plantes de montagne qui poussent dans les Pyrénées. Donc les plantes de montagne, il peut y en avoir dans les Alpes, dans les Vosges, dans le Jura, etc. Nous avons restreint notre choix aux orophytes pyrénéennes, parce qu'en fait, il n'y a que dans les Pyrénées que ces plantes poussent, qu'elles trouvent les conditions nécessaires à leur développement. Donc nous restreignons encore un peu la liste, et puis ensuite nous appliquons le critère de la vulnérabilité, UICN, dont je vous ai parlé. Et puis finalement, l'étau se resserre avec les moyens financiers et humains dont on peut disposer, ce qui nous permet d'aboutir à une liste que je vais vous présenter, qui est une liste très restreinte, donc d'espèces qui sont rares, qui sont présentes dans les Pyrénées et nulle part ailleurs, qui sont menacées, à des degrés certes divers, mais qui sont plutôt menacées, et donc qui méritent notre attention. Alors j'en donne ici la liste. Peut-être les connaissez-vous, le circe glabre, l'Androsas cilié, l'armérie à nervures pubescentes, l'Androsas hérissé, une orchidée, l'épipogon sans feuilles, etc., etc. Donc ces espèces font l'objet aujourd'hui, à l'échelle du territoire du parc, d'une attention toute particulière.
Donc une fois qu'on a mis en place des inventaires pour connaître la flore, une fois qu'on a mis en place une méthode pour essayer d'identifier les espèces qui méritent le plus notre attention, on va maintenant passer à l'étape suivante qui est un approfondissement de ces connaissances, parce que comme je vais vous le présenter, la connaissance n'est jamais acquise définitivement une bonne fois pour toutes, surtout en matière de biodiversité. Ensuite, le parc a également d'autres missions qui sont de sensibiliser les publics à ce patrimoine commun qu'est la biodiversité, et bien sûr à le conserver pour aujourd'hui et pour demain. Alors, approfondir, il y a deux voies complémentaires pour approfondir cette connaissance que nous avons de la flore. Les données naturalistes ont une durée de vie, en fait. Donc elles n'ont pas, non pas qu'elles deviennent fausses, mais elles deviennent obsolètes au bout d'un certain temps parce que le territoire évolue. Il évolue sous le fait d'aléas climatiques, de glissements de terrain, de je ne sais quoi. Et elles évoluent également du fait des pratiques qui ont lieu sur le territoire. Le territoire du parc national des Pyrénées n'est pas sous cloche, donc il y a un certain nombre de pratiques qui s'y déroulent. Le pastoralisme, le tourisme, j'en passe. Ce qui fait qu'il évolue et que nous avons constamment besoin de vérifier la validité des espèces que nous avons contactées. D'où cette idée d'obsolescence des données et la nécessité de revenir sur ces éléments-là. Alors le pas de temps classique qui est employé, c'est de 10 ans. Dès lors qu'une donnée est collectée et qu'elle a plus de 10 ans, notre objectif est de retourner sur cette observation de manière à la renouveler et à la rendre moderne. Alors, ça constitue un premier type de suivi qui est mis en place à l'échelle du parc, et c'est ce que font nos agents quotidiennement. C'est pour ça que je vous ai mis deux photos qui illustrent cette recherche permanente d'informations modernes. Donc il s'agit de revenir régulièrement donc, sur des stations d'espèces, la liste dont je vous ai parlé tout à l'heure, de manière à vérifier la présence de ces espèces-là et approfondir notre connaissance de la répartition des espèces. Est-ce que ce nombre est stable? Est-ce qu'il est en évolution? Est-ce qu'il régresse? Est-ce qu'il augmente? S'il augmente, on va plutôt considérer que l'état de conservation de l'espèce est plutôt bon. Par contre, s'il régresse, c'est peut-être le signe qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'espèce considérée. Alors ça peut être une menace liée au changement climatique, mais ça peut être une menace liée à des pratiques qui sont inadaptées. Donc voilà. En tout cas, c'est un signal d'alerte pour nous, qui nous permet de mettre le doigt sur une espèce qui mériterait peut-être une attention encore plus particulière et pourquoi pas un programme de gestion-conservation. Donc vous voyez, un premier type de suivi à l'échelle large, de manière à revenir sur les stations anciennes, plus de 10 ans, que nous avons contactées à l'échelle du territoire. Et puis un deuxième type de suivi, qui lui est beaucoup plus fin, et qui a pour vocation à traiter d'une localité d'espèce en particulier. Ce sont les deux photos qui se trouvent à droite de votre écran, où des agents, comme vous le voyez, sont en train de réaliser des suivis précis sur une petite portion du territoire, de manière à faire des comptages d'espèces. Alors je vais l'illustrer avec deux exemples. Tout d'abord le suivi de l'Androsas des Pyrénées, dans la réserve naturelle nationale du Néouviel. Donc c'est une espèce qui est plutôt rare à l'échelle nationale, puisqu'elle est présente uniquement sur le massif des Pyrénées. Et dans la réserve du Néouviel, elle est présente à un niveau d'un endroit qu'on appelle le gour de Rabas, sur cette falaise. Et il s'est avéré que, de par nos observations, nous sommes aperçus qu'il y avait un certain nombre de pratiques, notamment d'escalade, qui avaient lieu sur ce rocher, qui pouvaient être incompatibles avec la conservation de cette espèce-là, qui, comme je l'ai dit, est protégée et assez rare à l'échelle nationale et pyrénéenne. Donc nous avons mis en place un suivi. Cette espèce pousse dans les infractuosités de la roche, donc il y a un certain nombre de failles ou d'infractuosités que nous suivons annuellement sur le site, de manière à vérifier que la population soit pour le moins stable et qu'elle ne régresse pas. Donc des mesures de gestion ont été prises, puisque les différents équipements qui avaient été faits sur ce rocher ont été enlevés, de manière à ne pas inciter une pratique de l'escalade qui soit incompatible avec la conservation de l'espèce. C'est ce qui a été fait et la population se trouve aujourd'hui plutôt dans un état stable. Le deuxième exemple, complètement différent, qui se trouve également dans la réserve naturelle nationale du Néouviel, concerne la subulaire aquatique. C'est une espèce qui est amphibie, donc qui pousse sur les berges exondées de certains laquais. La photo en haut à droite vous montre l'espèce lorsqu'elle est plutôt en fin de saison
lorsque l'eau s'est légèrement retirée du lac et donc la berge est exondée. Et la photo de gauche, en haut, vous montre l'espèce dans sa situation immergée. Pardon. Et donc là aussi, un certain nombre d'informations ont été collectées qui ont montré que l'espèce était en train de se réduire, le nombre d'individus était en train de se réduire. Donc nous avons mis en place un suivi là, du coup, beaucoup plus précis pour avoir des informations vraiment fiables, et nous faisons appel à une équipe de plongeurs puisque les stations qui persistent sont aujourd'hui sous 2 mètres d'eau et qu'il faut effectuer un comptage précis, ce qui nécessite un matériel adapté. Et donc nous faisons appel à des équipes de plongeurs pour pouvoir faire ce genre de suivi. Donc vous voyez 2 types d'approfondissement de connaissances par rapport aux espèces qui sont sur notre territoire. Un suivi à large échelle et un suivi à plus petite échelle, beaucoup plus précise, sur un certain nombre d'espèces pour nous aider à identifier un seuil critique d'individus au-dessous duquel il ne faudrait pas que l'espèce passe, sans quoi on serait peut-être face à une extinction à venir. Alors, autre action que le parc peut mener concernant la flore, bien sûr, c'est sensibiliser, informer et restaurer. Alors c'est au travers de ces quelques photos que je vais donc terminer ce propos sur les actions du parc sur la thématique de la flore. Donc bien sûr, le parc réalise un certain nombre de portées à connaissance. Alors les portées à connaissance, c'est quelque chose qui est lié aux aspects réglementaires. Le parc national instruit un certain nombre de dossiers, notamment de demandes d'autorisation de travaux qui concernent la zone cœur de son territoire. Parce que comme je vous l'ai dit, la zone cœur n'est pas une zone sous cloche, il s'y passe des choses, donc un certain nombre d'activités s'y déroulent, et certains aménagements ont lieu qui nécessitent des travaux. Ces travaux sont réalisés, mais il faut que nous instruisions ces demandes de travaux en faisant des portées à connaissance, c'est-à-dire en donnant des informations aux pétitionnaires sur la présence d'espèces de faune, de flore particulières qui se trouvent sur le tracé des travaux prévus. Donc premier type d'information que nous pouvons divulguer. Ensuite, il y a des actions de sensibilisation qui sont faites auprès du grand public. Donc là, vous avez en haut à droite de votre écran une photo des gardes monitrices du parc qui effectuent une action de sensibilisation auprès d'un jeune public pour les amener à appréhender ce monde un peu incroyable de la botanique, en leur faisant toucher du doigt certains des aspects particuliers de la flore. Et puis bien sûr, différents types de chantiers que nous pouvons mener. Donc vous avez ici en bas à gauche de votre écran, 2 photos particulières qui illustrent en premier plan un chantier d'arrachage de plantes exotiques envahissantes en bordure de la zone centrale du parc sur le secteur de Cauterets, par 2 agents donc, qui sont allés identifier une espèce qui était venue à la suite d'un dépôt de remblai un peu sauvage et qui a porté avec lui certaines graines qui ont pu germer et donc faire apparaître un foyer d'espèces exotiques envahissantes, en l'occurrence la berge du Caucase, sur le secteur de Cauterets, en marge de la zone cœur, comme je vous l'ai dit. Et puis d'autres chantiers également de restauration, de revégétalisation en l'occurrence, en arrière-plan à gauche, avec cette toile de jute qui a été disposée sur un terrain qui avait été dénudé suite à des travaux en haute montagne. Toile de jute qui a été ensuite ensemencée par des graines qui ont été récoltées localement à l'aide d'un appareil particulier, et du foin qui a été coupé à proximité du terrain à restaurer, de manière à favoriser la reprise de la végétation, de manière à ne pas laisser la terre à nu et que les intempéries puissent éroder le sol. Donc voilà différentes formes de restauration, de chantier que le parc peut mener, de manière à ce que on puisse transformer concrètement toutes ces actions de connaissance en actions de gestion opérationnelle. Donc je vous invite si vous avez des questions, je vous invite à les laisser sur le site internet dédié, de manière à ce que je puisse éventuellement répondre virtuellement encore une fois, en espérant que prochaine fois on puisse avoir un véritable échange dans le cadre d'un moment
partagée autrement qu'à travers l'outil informatique. Je profite également de la fin de cette conférence pour vous annoncer la suivante, qui sera proposée par M. Guy Dussossois et qui traitera du réchauffement climatique et de la flore pyrénéenne. Cette conférence aura lieu donc le 23 juin prochain et nous vous y entendons nombreux. En attendant, je vous remercie de votre attention et donc je suis disponible, je l'espère, pour répondre, je suis disponible pour vous répondre à des questions que vous poseriez sur la présentation que j'ai faite. Merci.